La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4. Social. Chapitre 12. Des frères. Créé en 1920, l'islam politique devient rapidement une confrérie d'idéologie universelle et totalitaire, incompatible avec les systèmes démocratiques existants. Il apparaît indispensable de préciser qu'il ne s'agit évidemment pas d'un plaidoyer anti-musulman. Il convient d'être conscient que toutes les religions institutionnelles, lorsqu'elles cherchent à établir un rôle politique, utilisent généralement un endoctrinement arrogant chargé d'emprisonner les esprits dans la peur et la culpabilité. Chacun a le droit de croire, mais a-t-il pour autant le droit d'imposer ? Certaines religions s'inspireraient même de textes religieux particulièrement convaincants et assimilables à du racisme à l'image de la hiérarchie lévite. L'Empire ottoman, disparu en 1924 et avec lui le califat islamique, était un cadre territorial politique et religieux, exclusivement régi par la loi islamique, pour les arabo-musulmans. Il avait ainsi rassemblé la communauté des musulmans pendant 14 siècles. Il a ensuite été restructuré en État-nation, élaboré par la Grande-Bretagne et la France. Une nécessité lui est ensuite devenue évidente, celle de devoir se libérer de l'impérialisme occidental qui imposait le laïcisme et la perte des valeurs séculaires. Il creusait un fossé entre les classes populaires et les élites. Il s'agissait là d'une totale dilution des valeurs arabo-musulmanes. Les salafistes prirent rapidement la direction des opérations de restructuration de leur population, en s'appuyant sur une lecture fondamentaliste et intégriste de leurs écrits religieux. Leur projet politique établit une méthode qui, partant d'une seule personne, permet d'influencer toute une société. Ils s'appliquèrent à réformer l'individu, puis la famille, puis les groupes sociaux, puis chaque État, en utilisant la charia, qui établit les diverses normes sociales, culturelles, relationnelles et doctrinales, en corrélation avec le chemin du respect de leurs lois religieuses, jusqu'à un futur aboutissement global et planétaire. Le prosélytisme religieux est donc divulgué à grande échelle, sans restriction. Un État islamique est ainsi né avec l'ambition de reconquérir d'abord les cadres territoriaux et politiques du califat puis de partir à la conquête de la planète. Le calife étant le successeur du prophète de l'islam dans l'exercice politique du pouvoir suprême. Un manifeste, publié en 1936, détermine en 50 ordres le programme politique de la confrérie. Il s'agit d'une théocratie gouvernée par la loi islamique appelée la charia. Ainsi appliquée, elle définit les modes de surveillance, les méthodes d'interdiction et de punition. Elle interdit explicitement toute mixité dans la société. Elle impose une police des mœurs qui est sous le contrôle du parti unique au pouvoir. Ces doctrines se concentrent surtout sur l'éducation des enfants avec pour slogan « l'islam pour seul mode de vie ». Tous les aspects de la vie doivent donc être organisés par l'islam religieux au pouvoir. Leurs doctrines sont comparables aux idéologies fascistes, par l'établissement d'une propagande très influente et irréversible. Il s'ensuit, à tout cela, un djihad offensif et conquérant. L'islam théorique ou idéologique ne peut exister sans le djihad, soit la guerre civique. Il s'agit bien sûr d'une lecture de la loi religieuse qui prône un islam offensif légitime. Tout doit être régi par la charia et tant que la loi religieuse n'est pas en vigueur, le djihad doit s'appliquer. Il faut impérativement éliminer les mécréants. Les djihadistes appellent cela « libérer les tyrans ». Le livre de Seyyed Qutb, Jalons sur la route de l'islam, établit la supériorité de la civilisation musulmane par rapport à celle de l'Occident et donc de la nécessité impérative de l'islam de régner sur toute l'humanité. L'islam a le devoir de faire respecter le règne de Dieu sur tout l'univers. Ce règne ne peut être valable que sous l'égide d'un régime islamique établi par Dieu, à l'intention de tous les hommes, sans exception. Tous les groupes, du terrorisme islamiste les plus radicaux, sunnites et chiites, s'inspirèrent de ce livre.
C'est ainsi que naît d'abord la communauté musulmane islamique qui se met en guerre contre les envahisseurs de la Palestine, ces envahisseurs devenant le premier obstacle à la restauration du califat. En effet, en 1897 le congrès de Bâle, tenu par le mouvement nationaliste juif, émet la décision de coloniser la Palestine. Pour pouvoir ce faire, il fait appel aux puissances coloniales pour être protégé dans leur action. C'est l'Empire britannique qui répond favorablement car il est intéressé politiquement et économiquement à diviser la région et à maintenir le contrôle du canal de Suez. À cette époque, les pays européens s'étaient partagé l'Afrique en territoires coloniaux. Les pays, dits du tiers-monde, sont dominés par la force sous l'emprise du colonialisme et les révoltes des années 1950 en sont un exemple. Pourtant les arabo-musulmans n'étaient pas hostiles à l'arrivée des arabo-juifs qu'ils considéraient alors comme leurs frères. Les arabo-juifs auraient pris le prétexte du retour en la Terre Sainte, après un exode forcé, dans l'Antiquité, en fait fictif, puisqu'il n'y aurait pas eu d'exode, selon certains historiens. Puis, d'une nécessité de s'établir après le génocide allemand. Il fallait bien trouver un prétexte. Or, le paradoxe de cette situation, c'est que les arabo-musulmans de Palestine, actuellement colonisés, seraient tout simplement les descendants des arabo-juifs de l'Antiquité. Un second paradoxe résulterait du fait que les juifs colons ne seraient pas des arabo-juifs mais des Européens convertis à la religion juive et qui cherchaient à migrer. En effet, la majorité des émigrés en Palestine, soit 11 millions, seraient originaires de la Khazar et sont des descendants des Ashkénazes qui vivaient dans le sud de la Russie et dans le Caucase. L'autre partie, soit 500 000 personnes seraient des séfarades originaires d'Espagne. Il s'en est évidemment suivi ensuite un exode à partir de l'Allemagne. La terre promise s'avère être une simple supercherie. Un troisième prétexte, permettant de justifier l'implantation des colons juifs, était que les terres envahies étaient arides, dépourvues de cultures et de populations. Au contraire, il s'agissait à l'époque de terrains très cultivés et exportateurs de denrées alimentaires. Ce qui explique les révoltes et guérillas des Palestiniens à partir de 1920 à l'encontre de l'invasion des Juifs qui les dépouillaient de leurs terres. C'est la répression de l'armée britannique qui mettra fin provisoirement à ces conflits. Un autre prétexte voudrait que les Palestiniens soient partis d'eux-mêmes. De nombreux historiens israéliens reconnaissent, eux-mêmes, que c'est par la violence et la terreur que les Palestiniens ont été chassés. La procédure d'expulsion continue encore de nos jours par la mise en place de nouveaux colons juifs en terre palestinienne. Il y a encore un prétexte au maintien du soutien à Israël qui veut que ce pays soit le seul État démocratique dans cette région. Or, Israël n'est pas un État de droit puisqu'il est le seul pays, dans l'Organisation des Nations Unies, qui ne précise aucune limite de territoire identifiée dans sa constitution. Cette situation suggère que ce pays n'a pas de limite expansionniste. Où est la démocratie de cet État mafieux ? Les États-Unis transmettraient plusieurs milliards de dollars en matériel militaire à Israël chaque année pour qu'il puisse assurer la défense de sa démocratie dans cette contrée arabo-musulmane. Il y a là, bien évidemment, une stratégie géopolitique pour le contrôle des États du Moyen-Orient. Cette situation permet à Israël d'être en violation permanente du droit international et des droits de l'ONU pour le profit politique des États-Unis. L'Europe, quant à elle, a décrété qu'Israël était, en fait, devenu le 28e État de l'Union européenne. Elle a d'ailleurs refusé de reconnaître le gouvernement de la Palestine, démocratiquement élu, comme représentant d'un État indépendant. Toutefois, ce constat ne doit pas paraître comme un slogan antisémite, c'est-à-dire de racisme anti-juif. Bien au contraire, il s'agit de simplement dénoncer les inégalités entre les êtres humains. L'avenir de paix de ces populations ne pourra se faire qu'à partir d'une réunification de la Palestine à l'image de la réunification de l'Allemagne. Or, justement, il n'est pas certain qu'une telle réunification soit favorable au califat des musulmans. Tous les désordres perpétrés dans les pays arabes favorisent, au contraire, l'unification d'un nouvel ordre religieux. Leur projet est celui d'une guerre sainte globalisée sur toute la terre.
Une organisation centralisée existe déjà au niveau mondial. Elle a ses représentants dans tous les pays. Des réseaux caritatifs associatifs leur permettent d'établir leur endoctrinement. L'aide sociale a également réussi à s'implanter en territoire palestinien et à créer le Hamas, un mouvement patriotique de résistance islamique, qui est devenu ensuite une organisation armée et terroriste. Les États unis arabes seraient la nouvelle dénomination du califat islamique et regrouperait 83 nationalités, soit près de la moitié des 193 représentées à l'ONU. Les attentats terroristes, revendiqués par l'État islamique, sont perpétrés à l'encontre de toutes les personnes, puisqu'elles sont toutes considérées comme des mécréantes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de religion ou qui n'ont pas leur religion. Toute personne, non reconnue comme appartenant à la doctrine religieuse prônée par l'État islamique, doit être considérée comme un ennemi qu'il convient d'exterminer. C'est un programme idéal de terreur totale qui est ainsi orchestré. Le terrorisme islamiste est composé d'une branche punitive envers les organisations sociales qu'il combat et d'une autre branche chargée d'imposer la sienne en lieu et place. L'État islamique, dans sa doctrine d'organisation politique et religieuse du salafisme, ne reconnaît aucune autre valeur dans l'organisation sociale des États, en dehors de la sienne. Il s'agit bien là d'une guerre idéologique à l'encontre du monde. Ce sont les valeurs mêmes de l'humanité qui sont en péril. La stratégie terroriste consiste à déstabiliser les sociétés en provoquant des chocs communautaires et si possible des guerres civiles. Il appartient aux différentes communautés musulmanes, notamment en Europe, de mettre en place des dispositifs de préservation contre les intégrismes de leur religion. L'endoctrinement des enfants en est un exemple dans les écoles religieuses. C'est là une atteinte totale au libre choix de chaque personne. L'exercice d'un culte religieux est autorisé sous réserve de discernement, de troubles à l'ordre public. Le libre exercice d'un culte doit se faire sous le contrôle de l'État. L'État a donc l'obligation de veiller à ce qu'il n'y ait pas de propagande politique à l'intérieur des édifices de ces cultes religieux. Les moyens de faire régner l'ordre au sein des édifices religieux existent, il suffit de les mettre en application dès que cela s'avère indispensable. Cependant, lorsque les représentants locaux de l'État, responsables du respect des règles étatiques, demeurent laxistes, qu'est-il possible de faire ? Aucune stratégie sérieuse n'a été organisée afin de limiter et si possible, de supprimer, les excès de langage de certaines mouvances religieuses. Chaque fois qu'un groupe religieux cherche à imposer ses doctrines, sous le prétexte que les idéaux religieux doivent s'imposer aux règles et aux lois des pays où il exerce, une sanction doit irrémédiablement être appliquée afin de faire respecter les valeurs étatiques des pays concernés. Des actes terroristes quotidiens seraient ainsi perpétrés en toute impunité, dans les pays démocratiques. Ces actes cherchent à appauvrir et à saper les effets du bien vivre ensemble de la démocratie. Or, ces actes terroristes sont perpétrés depuis plus de 30 ans dans les démocraties occidentales. Pourquoi y a-t-il un tel laisser-faire ? La stratégie d'une démocratie doit être déterminée par le courage de criminaliser toutes les idéologies religieuses ou non, incompatibles avec l'exercice d'une politique saine. Ceci devant être mis en œuvre dès lors qu'un projet de société, incompatible avec les valeurs du pays, veut être appliqué par la force. Dès l'instant où la nature totalitaire des idéologies religieuses ou pas, ne seront pas confrontées à une interdiction de nuire, par leurs effets de terrorisme, la violence perdurera. Toute idéologie, criminalisatrice, pouvant nourrir une violence quelconque, doit pouvoir être interdite et sanctionnée. Certains groupements religieux utiliseraient des techniques de dérive sectaire pour justifier leurs actions. Leur technique d'endoctrinement consisterait à établir une réflexion de groupe se substituant à la réflexion individuelle. L'islamisme, dans son acception la plus large, ne reconnaît pas de valeur à l'individu. Seule la valeur du groupe a d'importance pour son action. Le salafisme qui est la composante essentielle de cette action religieuse, du consensus et de la tradition, précise que nul ne peut s'extraire du groupe religieux auquel il appartient. Nul ne peut exister, par sa seule référence de citoyenneté.
Les techniques d'exaltation des groupes sont des méthodes d'endoctrinement qui se font généralement en dehors des lieux de culte religieux traditionnels. Les nouvelles techniques de l'Internet permettent ces méthodes dissimulatrices d'endoctrinement et d'embrigadement. La neutralité volontaire et d'inaction d'un État, par son incompréhension des dogmes religieux, ne doit pas lui faire oublier sa nécessité impérative du respect des règles de droit qu'il a lui-même édictées. Surtout, lorsqu'en plus, il s'agit souvent de délinquants, issus de la criminalité organisée et quelquefois du grand banditisme, parfaitement connus des services de police, selon la formule consacrée. Ces dangereux personnages passent par les arcanes de la structure religieuse, non par idéologie mais pour une nécessité de valorisation personnelle. De son statut de délinquant et de dissident, il épouse celui de militant religieux. Cette nouvelle situation lui permettant de légitimer toutes ses actions à venir, à partir du radicalisme religieux. Ces activistes religieux, issus de la mouvance délinquante du droit commun, deviennent à leur tour des propagandistes religieux. Ils organisent, auprès de leurs adeptes, une fuite en avant du vécu au quotidien, où les sociétés occidentales n'ont pas su répondre aux énormes difficultés d'adaptation des nouvelles migrations. L'inactivité professionnelle, par le manque récurrent d'emploi, et la mise en précarité qui en découle plonge ces populations dans une situation d'interrogation. Et pourtant, de nombreux délinquants religieux seraient issus des classes moyennes plus favorisées. Il convient de comprendre que cette irresponsabilité, prise par les pouvoirs publics, de non-ingérence dans les cultes religieux, condamne toutes les personnes non religieuses à subir les affres des religieux. Il importe de rappeler que toute personne est considérée comme religieuse, dès l'instant où, par son comportement ou son affichage, elle fait du prosélytisme religieux. La conséquence de cette situation en est une rupture avec toutes les formes de socialisation des pays occidentaux accueillants. Cette rupture conduit à la haine des Occidentaux considérés comme responsables de leur mal-vivre. Il convient aussi de ne pas confondre les origines des personnes avec les doctrines religieuses qui accompagnent leurs origines. La plupart de ces personnes conservent leur culture et c'est bien naturel, sans qu'elles veuillent, pour autant, partager les dogmes religieux qui accompagnent leur culture. Des possibilités d'adaptation aux exigences du respect des cultes religieux sont possibles, dans tous les pays démocratiques, sans avoir à subir les exigences des religieux qui veulent les incarner. Une définition de criminologie affichée, de trouble à l'ordre public par l'incitation à la violence, suffirait à éradiquer toute forme de délinquance religieuse. Il suffirait, par exemple, de dissoudre les instances religieuses représentatives, actuellement regroupées en associations et qui seraient contrevenantes au respect des règles du droit d'humain édictées. Il y a là l'impérative nécessité d'effectuer un effort préventif qui permettrait d'éradiquer de la société la radicalisation religieuse. Les discriminations, édictées par les religieux, ne sont pas acceptables pour aucun pays se valorisant des droits égalitaires entre les personnes. Mais il y a plus grave, car c'est toute la société de chaque pays occidental qui se rend complice de ces situations machiavéliques. Chaque personne qui refuse de condamner tout individu qui contrevient aux droits fondamentaux du citoyen, par respect à sa culture et à sa religion, devient lui-même le complice de ces bourreaux qui affligent les victimes des dogmes religieux. Il y a toujours un effet pervers au respect des droits des cultes religieux dès qu'il y a atteinte à la liberté d'autrui. L'autorisation de certains horaires d'ouverture aux femmes musulmanes dans les piscines en est un triste exemple. Elle leur interdit la mixité qui est une des valeurs essentielles dans les démocraties. Pourquoi légiférer sur l'obligation d'une représentativité féminine, par ailleurs indispensable, dans les instances étatiques et économiques d'un pays, si dans le même temps on lui interdit la proximité avec les hommes? La misogynie est la première atteinte aux valeurs du droit civique entre les citoyens, dans les pays de culture occidentale. Cette cécité totale et apparemment volontaire à l'égard de telles atteintes aux droits fondamentaux et égalitaires accordés aux citoyens occidentaux, pourrait plonger les sociétés démocratiques dans une catastrophe de leur civilisation. Toutefois, une cécité provisoire ne doit pas être un prétexte pour pouvoir ensuite mettre en place une dérive sécuritaire.
La force des pays démocratiques c'est l'état de droit et elle doit rester ainsi, sauf à limiter dans le temps et en situation d'urgence, des mesures exceptionnelles permettant le rétablissement de l'ordre démocratique. Le déclenchement de guerre, à l'extérieur d'un territoire, sous le prétexte d'une nécessité de sauvegarde à son intérieur, ne peut qu'aboutir à des catastrophes des deux côtés. Seule une diplomatie, bien étudiée, reste favorable à la résolution des difficultés. L'Europe n'a pu, elle-même, sortir de son engrenage des guerres que par la diplomatie. Tous les pays démocratiques sont visés par la menace terroriste. Toutefois, est-il possible d'oublier que la résistance française, mise en place dès 1940, était considérée comme terroriste par les armées du Troisième Reich et par le gouvernement de Vichy. Une politique occidentaliste, militariste et moraliste ne peut qu'engendrer des haines et des ressentiments. La guerre contre le terrorisme produit l'effet inverse de celui qui était escompté à l'origine. L'intervention militaire alimente le terrorisme et légitime son action en lui octroyant une stature qu'il n'avait pas à l'origine. C'est lui reconnaître une certaine supériorité qui met la démocratie en situation de danger. L'initiative et la médiation valent mieux que l'emploi de la force qui n'aboutit qu'à des tragédies. Le terrorisme obtient une notoriété et une légitimité dès lors qu'il est combattu militairement. Le terrorisme peut rapidement devenir le défenseur des populations opprimées, par les conséquences des combats armés. Le terrorisme s'installe lorsque l'État n'est plus en capacité de médiation. Seule la diplomatie peut représenter un rempart contre les excès, à condition de fermeté et non de cécité. L'interventionnisme militaire va en guerre est le résultat des pouvoirs faibles et fascistes. La spirale des dérives autoritaires et sécuritaires est un piège tendu par les terroristes. Il convient de ne pas s'y précipiter, au risque de guerre civile dont l'issue est toujours dramatique. Toute tentation de déviance autoritaire conduit à la surenchère systématique de part et d'autre. S'organiser. Depuis toujours, s'abriter et abriter sa famille demeure une nécessité. C'est un besoin normal et naturel au même titre que boire et manger. La question du logement devient un problème lorsque les conditions économiques sont défavorables. C'est également vrai pour le travail et sa rémunération. En fait, l'un dépend de l'autre généralement. Une organisation sociale normale de la société humaine a pour objet et pour plan de décider des arrangements pour l'avantage pécuniaire et pour l'amélioration des conditions sociales et familiales de ses membres, en réunissant un montant suffisant de capitaux, afin de mettre en pratique les projets suivants. L'établissement de magasins pour la vente de vivres, de vêtements, etc. Construire, acheter ou édifier des maisons destinées aux personnes qui désirent s'aider mutuellement pour améliorer leurs conditions domestiques et sociales. Commencer la manufacture des produits que l'organisation sociale jugera nécessaires pour l'emploi des membres qui se trouveraient sans travail ou qui auraient à souffrir de réductions sur leur salaire. Pour procurer aux membres de cette organisation un surcroît d'avantages et de sécurité, les différents acteurs sociaux devront mettre à disposition des terrains qui seront cultivés par les personnes qui se trouveraient sans emploi ou dont le travail serait mal rémunéré, etc. La coopération est un vaste mouvement d'organisation économique et sociale. Les conditions de vie ne doivent être déplorables pour aucun des acteurs de la société humaine. Il est primordial que chacun puisse avoir des conditions de vie décentes avec un travail et un logement de bonne qualité. L'accès à la propriété peut devenir un gage de bon élément social par la perspective de transmission du patrimoine. La coopération permet d'obtenir des tarifs et des financements préférentiels. La participation active à une partie des tâches de fabrication permet aussi de diminuer les coûts de production. L'autoconstruction individuelle, mais surtout collective demeure le meilleur moyen de participation active, dans le domaine de la construction de son logement. La coopération permet de pallier la faiblesse des revenus par des implications personnelles dans les travaux de construction et par une organisation commune du travail. La formule « apport-travail » suffit à convaincre que le succès de ce type d'entreprise dépend de la motivation des coopérateurs et de la rapidité du chantier.
Dans le cas de ce modèle d'organisation, un règlement interne doit déterminer différents points à respecter et notamment celui du temps de travail effectif sur le chantier d'élaboration des structures. Il peut s'agir des structures de création de logements, mais aussi celles de réalisation des diverses infrastructures liées directement ou indirectement aux conditions économiques optimales de la vie en société. La répartition des tâches se fait en fonction de chaque compétence. Après qu'un modèle de financement a été établi, il convient de déterminer les technicités indispensables et le choix des matériaux. Des compétences extérieures pourront, le cas échéant, être utilisées. Une assurance, risque chantier, à tarif de groupe, devra être souscrite. Si l'attribution des secteurs économiques est distribuée en fonction des compétences, celles des logements réalisés doivent se faire par tirage au sort. Une rémunération des compétences particulières peut être envisagée. Un budget prévisionnel de financement doit être défini avec rigueur. Il doit pouvoir être supporté par la collectivité, à partir d'éventuels emprunts. L'apport financier estimé de la main-d'œuvre de coopération devra être supérieur à 50% du coût global des réalisations. Une étude d'intégration des implantations sur site sera très rigoureuse et respectueuse des modèles d'implantations existants. Elle doit permettre une parfaite convivialité afin de former une communauté idéale. Une entraide généralisée favorise une saine fraternité et convivialité entre les divers protagonistes de ce type de réalisation et d'organisation. Cependant, la solidarité dans la réalisation des travaux est toujours difficile à programmer, en fonction des aptitudes de chaque personne. Il n'y a pas beaucoup de place aux individualités dans ce modèle organisationnel. L'entraide collective doit pouvoir perdurer après la réalisation des ouvrages. Il est également indispensable de pouvoir concilier les modèles en autoconstruction avec les loisirs et les impératifs familiaux. Construire soi-même sa maison nécessite beaucoup de courage et de motivation. Cela permet certes de réaliser une grosse économie dans la main-d'œuvre, mais également d'apporter une certaine fierté chez les autoconstructeurs. Les associations de castors permettent encore cela aujourd'hui, pour tous ceux qui sont motivés et décidés. Elles continuent leur restructuration en tenant compte de l'évolution de la nature des travaux des adhérents et de la conjoncture. Depuis leur naissance, les castors sont les premiers autoconstructeurs de maisons individuelles en France. Des associations régionales de castors étudient chaque projet pour y apporter un maximum de compétences. L'autoconstruction en modèle collectif exige une authentification des habitats, contrairement à la construction individuelle plus soucieuse des impératifs de choix de vie personnalisés. Ce sont les moyens économiques, d'abord, et les exigences particulières de chacun qui permettent une option par rapport à l'autre. En revanche, la construction collective permet une meilleure cohésion sociale allant à l'encontre d'une démarche plus égoïste ou prétentieuse. Les petits groupements collectifs favorisent mieux encore la fraternisation et la cohésion sociale. Le côté psychologique de la démarche est particulièrement valorisant dans les deux cas d'une démarche d'autoconstructeur. Cette démarche doit être inhérente au choix de vie de chacun. Un nationalisme. Vers un nationalisme exacerbé. Étudier l'histoire consiste à déterminer l'essentiel parmi l'accessoire. Or, c'est souvent l'accessoire qui est mis en exergue, par les historiens, au détriment de l'essentiel et souvent dans un but, à peine voilé, de propagande. Il s'agit souvent d'une application à rechercher un prétexte permettant de justifier une détermination. Les enseignements de nationalisme utilisent ces bases de travail. Le prétexte de la supériorité de la race sert de prétexte à la justification des actes les plus répréhensibles. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'histoire pour justifier l'injustifiable. Les endoctrinements se font sur les populations les plus jeunes, au détriment des populations plus expérimentées, mais piégées par la soudaineté des événements. L'insécurité du lendemain suffit à adopter tout symbolisme justifiant un meilleur avenir. Les chauvinismes sont exploités afin de parvenir à de nouveaux idéaux. L'éducation des individus est très malléable. L'orgueil d'appartenance à une communauté est le principal fléau des démocraties.
Cela devient particulièrement dangereux lorsque l'appartenance suit une doctrine édulcorée montrant les autres appartenances comme nuisibles. C'est de cette façon que naissent toutes les dictatures. C'est un enchaînement de la misère vers un avenir plus prometteur par désignation d'une adversité de prétexte. Le terrorisme intellectuel est particulièrement dévastateur lorsqu'il est accompagné de mensonges et de calomnies. Se recroqueviller sur soi, qui est le premier réflexe des opprimés, s'ajoute à la paralysie par la peur des populations. L'unité a toujours peur de la masse lorsque celle-ci devient intolérante. L'incompréhension sociale envers les peuples opprimés les guide vers toujours plus de revendications. L'insatisfaction permanente des revendications légitimes les pousse vers les conflits et la rébellion. Il s'ensuit un sentiment d'injustice insoutenable. Celui qui cherche continuellement à barrer la route à toutes les réformes sociales demandées prend la lourde responsabilité d'une future explosion sociale, quel que soit le prétexte invoqué. La situation devient d'autant plus dramatique lorsque les oppressés se considèrent continuellement manipulés. Les moyens de coercition économique prétextés sont d'autant plus insoutenables quand elles sont invoquées par une classe politique. Elles permettent de justifier ensuite toutes les formes d'exaction. La cupide ignorance des revendications légitimes et la stupide résignation grégaire des opprimés ne peuvent qu'aboutir à une situation implosive d'une telle société. Les artisans communautaristes savent entretenir et exploiter ce type de situation. Les mécontentements ainsi exacerbés permettent la mise en place de doctrines alimentées par la haine et l'égoïsme. Tous les racismes et les antisémitismes sont toujours nés de ces situations ambiguës où il devient nécessaire de désigner un responsable coupable. Les querelles religieuses comme les querelles politiques sont plus facilement utilisables. Surtout si l'une découle de l'autre. Le sectarisme religieux n'est pas compatible avec la conduite économique d'une société. Le cosmopolitisme est un précurseur, malgré lui, des non-considérations particulières engendrées. Les arriérés intellectuels, qui se font élire à la tête des gouvernements, dans les pays dits démocratiques, n'ont pas non plus la sagesse de leurs responsabilités dans l'inconsistance de leur situation. Le manque de prise de décision, pour sauver les privilèges de leur mandat, les font adopter des attitudes incongrues et indignes de leur statut. Le courage civique n'est pas leur exemple favori. La défaveur populaire n'a plus qu'à leur imposer une migration vers des objectifs qui pourraient leur être plus défavorables. La démocratie, le pacifisme, la solidarité nationale ou internationale et l'autorité de l'État sont autant de slogans permettant l'établissement de dogmes doctrinaires. Les nécessités vitales d'une nation sont établies à partir de ces conceptions. C'est ainsi que s'établissent de nouvelles doctrines. La supériorité du peuple élu, ou celle de la race aryenne, ou encore celle du califat, n'ont aucune justification sociale, mais ces idéaux utilisent les mêmes ingrédients pour imposer une suprématie au nom d'un idéal supérieur. Chacun utilise l'autre comme coupable de son désarroi. Il leur apparaît plus facile d'utiliser le mensonge et l'impertinence plutôt que la recherche du bien-être de leurs contemporains. Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut tout d'abord exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses droits. L'avenir d'un mouvement est conditionné par le fanatisme et l'intolérance que ses adeptes apportent à le considérer comme le seul mouvement juste, très supérieur à toutes les combinaisons de même ordre. Une doctrine n'est pas tolérante. Elle ne peut être un parti parmi les autres. Elle exige impérieusement la reconnaissance exclusive et totale de ces conceptions qui doivent transformer toute la vie sociale publique. Un État qui, à cette époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne doit devenir un jour le maître de la terre. Tout le système d'éducation et de culture doit viser à donner la conviction que ce peuple est supérieur aux autres peuples. On ne doit pas apprendre l'histoire pour savoir ce que fut le passé. On doit l'apprendre pour qu'elle enseigne la conduite à tenir dans l'avenir afin d'assurer l'existence de son propre peuple. Toute propagande doit être populaire et placer son niveau spirituel dans la limite des facultés d'assimilation du plus borné parmi ceux auxquels elle doit s'adresser. Cela s'appellerait-il le pouvoir de la propagande ?
Il convient de comprendre que la construction identitaire d'une personne est extrêmement aléatoire. Des circonstances suffisent à diriger des personnes vers une communauté plutôt que vers une autre. La construction d'une idéologie profite de telles incertitudes et de l'utilisation des démagogies qui consistent à flatter les pulsions populaires. Toute propagande pour être efficace doit se limiter à l'exposer de quelques points forts et de les faire valoir par des formules stéréotypées continuellement évoquées. La désignation d'un « bouc émissaire » convient parfaitement à l'établissement d'une doctrine populiste. La supercherie des communautés religieuses, qui consisterait d'abord à se cacher tout en agissant ensuite de façon sournoise, les désigne directement. Il est important de comprendre que le principe des religieux est d'abord leur appartenance à leur communauté et souvent sans aucune appartenance à un pays. Le bouc émissaire est alors vite identifiable. C'est d'ailleurs ainsi que les communautés religieuses se combattent entre elles. L'endoctrinement est toujours le même. Les endoctrineurs séduisent, aident et compatissent aux frustrations et à la précarité. Ils obtiennent ainsi la confiance et l'estime. Ensuite, ils recrutent, auprès des désociabilisés, des désorientés, des délinquants condamnés ou désincarcérés. Ils utilisent les slogans religieux pour pouvoir mieux convaincre et paraître plus crédibles. Ils établissent des interdits et définissent des niveaux de haine envers les pays qui les ont accueillis, et ce, au nom d'une religion. De la perte des repères, ils s'engagent rapidement vers le fanatisme religieux et édictent des codes à respecter. Seuls, les très forts peuvent échapper à de telles entreprises de déstabilisation et de conversion. Gare aux jeunes filles qui tombent dans les filets, leur sort est scellé à jamais. La discrimination et la défiance ne tardent pas à s'installer, ce qui favorise encore le pouvoir des doctrinaires. Tout se met en œuvre pour favoriser une situation de racisme rampant. Même si des efforts de sensibilisation contre ce danger sont bien organisés et relayés par les moyens d'information, cela n'est pas suffisant. L'amalgame prend rapidement le dessus. Le communautarisme s'installe insidieusement. Les pays qui s'inspirent de la laïcité perdent rapidement pied. Les instances religieuses s'efforcent en permanence d'en faire échouer les conséquences qui leur sont particulièrement défavorables. Les religieux obscurantistes préfèrent la détresse et la précarité, plus favorables à la propagation de leur doctrine. Les communautés sont rapidement radicalisées. Des rites alimentaires sont même élaborés. Ces communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et deviennent plus exubérantes religieusement que dans les pays d'origine de ces mêmes communautés. Le modèle de la société laïque a tout simplement disparu. Ce sont maintenant les autochtones, originaires de ces pays, qui deviennent des étrangers chez eux. Les doctrines font-elles appel à une conscience? DDHC. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Proclamation. Le Conseil national de transition de France est l'organe gouvernemental officiel de la France ayant vocation à la représenter conformément aux règles et usages du droit international. Sa légitimité est établie formellement par les textes fondamentaux de la Constitution française qui indiquent clairement que toute violation de la souveraineté nationale, sous quelque forme que ce soit, oblige à une réaction du peuple représenté par n'importe quel citoyen ou groupe de citoyens ayant décidé de revendiquer au nom du peuple tout entier. Il est donc l'émanation du peuple français instauré et composé à l'initiative de tous les groupes de citoyens, hommes, femmes et enfants, déterminés à libérer la France du pouvoir politique oppressif et illégitime exercé par des individus ou entités félons trahissant son histoire, ses valeurs fondamentales et sacrées, son honneur et sa réputation aux yeux et au cœur des autres nations. C'est pourquoi 1. Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui est reconnue par l'ensemble du peuple comme la base fondamentale de la Constitution française. 1 à 1. Rappelant que le 29 mai 2005, le peuple de France s'est prononcé par référendum, à près de 55% contre le traité constitutionnel européen,
TCE, que des dirigeants français normalement élus pour respecter ce choix démocratique et valablement exprimé, n'auraient pas dû ouvertement bafouer cette décision en imposant ce traité de manière perfide sous le nom de « traité de Lisbonne », malgré le refus clair et précis des citoyens. 2. Considérant que depuis le 13 décembre 2007, cet acte de forfaiture suprême a délégitimé tous les individus, partis et institutions impliqués, qui ne représentent donc plus le peuple français et ne sauraient le faire à compter du 10 jours. 2 à 1. Considérant que cette trahison du peuple français a été systématiquement aggravée au cours des années qui ont suivi, par des choix scélérats et de véritables infamies envers la nation sur au moins 4 aspects fondamentaux de sa souveraineté. 2a. Sa force économique, par la vente injustifiée, aux plus mauvaises conditions du marché et au pire moment, d'une part importante de ses réserves d'or garante de stabilité monétaire, 600 tonnes d'or, de ses industries stratégiques et de ses richesses nationales. 2.1b. Sa force armée, en la mettant sous le haut commandement de l'OTAN et au service inadmissible et félon, car incontrôlable, de puissances étrangères. 2.1c. Son indépendance législative, en faisant supporter à toutes les activités économiques et sociales françaises des normes établies par une Union européenne que les Français ont majoritairement et démocratiquement refusées, normes qui ont déjà provoqué de graves dégradations économiques, sanitaires, sociales et culturelles, et menacent les générations futures. 2.1d. Ses libertés publiques et ses droits privés inaliénables, en bafouant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui est pourtant l'un des 3 textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 à valeur constitutionnelle confirmée par le Conseil constitutionnel français depuis 1971. Ces dispositions font donc partie du droit positif français et les placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Cette proclamation solennelle et en vigueur rappelle, garantit et protège les droits naturels constatés et imprescriptibles de tous les Français, ces droits étant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant ici être rappelé, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Force donc à l'urgence absolue d'une réaction du peuple désormais évidente. 3. Dénonçant et mettant le peuple en garde contre les lois anticonstitutionnelles autorisant l'espionnage généralisé des communications privées des citoyens et restreignant leurs droits d'expression et donc la liberté, qui sont ainsi non seulement une violation gravissime des principes énoncés dans cette déclaration, mais conduisent clairement à l'établissement d'une dictature où la souveraineté a pu se retrouver confisquée par un petit nombre de dirigeants et de groupes nantis ou corrompus à la solde d'intérêts hostiles, incompatibles fondamentalement avec le bonheur de tous les Français. 4. Considérant que la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible et que toute atteinte à ce principe engendre une violation intolérable à la Constitution en vigueur. 4 à 1. Considérant qu'il convient, qu'il est légitime et qu'il est sacré d'unir toutes les forces contre un pouvoir exercé illégitimement, arbitrairement ou dictatorialement, lequel expose toute nation à un danger vital par l'ignorance, l'oubli, le mépris et la corruption. 4 à 2. Considérant le péril absolu que représente pour les Français et les générations futures le nouveau traité transatlantique, TAFTA, que le pouvoir illégitime a négocié en secret et a signé sans l'accord des Français, référendum, et sans les informer de ses conséquences gravissimes sur leur vie économique, sociale et sanitaire. Et aussi. 5. Vu l'état de dégradation de la société française dans tous les domaines. 5 à 1. Au vu de l'affaiblissement international de la France, tant sur le plan économique que militaire. 5 à 2. Au vu de la perte flagrante de souveraineté du peuple français sur son territoire. 5 à 3. Au vu du danger des faillites économiques et sociales qui résulteraient du traité transatlantique. La proclamation de ce
Conseil national de transition, a donné en ce jour symbolique du 14 juillet 2015 au peuple de France, le moyen unique et l'occasion historique de recouvrer sa souveraineté. Cette proclamation a été annoncée en cet autre jour symbolique qu'est le 18 juin 2015 par ce préambule appelant à la mobilisation générale de tous les Français et de tous les défenseurs et amis de la France. La reconnaissance officielle par la France d'une entité représentative similaire ayant été validée par un ancien président de la République française à propos de la Libye, le texte établi à cette occasion ayant été par la suite admis juridiquement par les pays de l'axe OTAN USA qui l'ont validé, il n'y a donc pas lieu d'en nier la validité diplomatique, ni d'en discuter le fondement légitime. En Libye, le Conseil national de transition n'était constitué que d'une poignée de citoyens opposés au régime de M. Kadhafi. Au Yémen, il fut constitué par seulement 551 citoyens remplaçant l'ensemble du Parlement et du gouvernement. Dans le cas de la France, en cours de constitution définitive, il sera symboliquement composé de 2015 membres destinés à se substituer à titre transitoire à l'ensemble du gouvernement et du Parlement déchu par le courage du peuple. Sa prise de fonction est subordonnée à une mobilisation suffisante du peuple pour obliger les forces armées à assumer leurs devoirs patriotiques. Reste dans l'attente et s'effectuera dès une mobilisation du peuple suffisante, obligeant les forces armées à assumer leurs devoirs patriotiques. C'est ce qu'on appelle le nombre critique. En conséquence, depuis le 18 juin 2015, le Conseil national de transition a annoncé être la seule autorité légitime de la France et prendra ses fonctions dès qu'une mobilisation du peuple sera suffisante pour que s'y rallient les corps armés. Ce Conseil national de transition exercera cette fonction de transition jusqu'à la décision du peuple français quant à son mode de gouvernance et au choix de ses institutions. À cet effet, le Conseil national de transition organisera immédiatement toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple de France de s'exprimer par des assemblées populaires régulières et ainsi, seul et démocratiquement, de décider de la réorganisation de la société française au niveau local, national et international. Des mesures provisoires seront mises en œuvre afin de rendre au peuple ses libertés et, notamment, son autonomie, son pouvoir réel de légiférer dans l'intérêt général, et son indépendance financière, économique et monétaire. Dans les 40 jours qui suivront la prise de fonction, une liste officielle des mesures immédiates de sauvegarde sera donc publiée par tous moyens et sur tous les supports possibles, laquelle précisera les modalités immédiates garantissant un nouvel avenir français, suspension des traités, lois et règlements contraires aux intérêts des Français, réalisation d'audits, d'amnisties et de nationalisations éventuelles. Tous les politiciens, gouvernements, parlements, conseils généraux et régionaux non démissionnaires, seront suspendus de toutes leurs activités à compter de cette prise de fonction. Nota bene. Les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, douanes et police sont au service du peuple français qui les entretient et, à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple de France lors de la prise de fonction de ce Conseil national de transition, notamment en permettant et facilitant le libre accès en sécurité de tous les locaux appartenant à la nation française. Les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux, qui, à compter de la diffusion nationale de cette proclamation, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par ce Conseil national doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahissant le peuple et toutes les valeurs de la France éternelle. L'objectif annoncé est la restauration en France d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple français attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et médiatiques.
Les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter ce Conseil national et le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse de la loi suprême et des valeurs incarnées par la France, revenue au service de la nation et prête à la défendre dans l'honneur et avec vaillance, en particulier si des politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi de moyens scélérats, de forces mercenaires ou de troupes étrangères. Les traîtres devront répondre judiciairement de leurs actes étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui précise: la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique, mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Si donc, des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du Conseil national de transition de la France, il serait alors du devoir de leurs subordonnés de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes fidèlement restées au service du peuple. Toutes les mesures ont d'ores et déjà été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'une nouvelle constitution établie et démocratiquement approuvée par l'ensemble de tous les citoyens de France. Précision, en raison de l'illégitimité du gouvernement depuis 2007 et de toute l'institution judiciaire et administrative par voie de conséquence, ce Conseil national de transition n'aurait aucune validité s'il était reconnu par l'État français actuel, sa promulgation ne peut être qu'internationale. Elle s'est donc effectuée par simple déclaration auprès de l'ONU et des 35 pays les plus importants. Déclaration du CNT à l'ONU. A. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Considérant le préambule de la Charte des Nations Unies. Résolu à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Et rappelant que dans son préambule, la Constitution de la Ve République dispose que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Que la déclaration de 1789 présente comme naturel, inaliénable et sacré, un ensemble de droits individuels et collectifs. Nous, peuple de France, tenons à informer la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, de la violation flagrante, grave et réitérée, des droits fondamentaux de l'homme, protégés dans notre pays par cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vigueur et au plus haut de la hiérarchie des normes, notamment depuis le 13 décembre 2007, date à laquelle un traité dit « Traité de Lisbonne » a été imposé à notre nation malgré un refus clairement et démocratiquement exprimé par les Français le 29 mai 2005. Et qu'en conséquence, la majorité du peuple français se trouve depuis cette date dans un état d'oppression. Rappelant aussi que l'article 2 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen considère la résistance à l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Qu'un ancien président de la République française a créé une entité internationalement reconnue, le Conseil national de transition, pour donner un cadre légitime à cette résistance à l'oppression. En conséquence, nous, peuple de France, en date du 18 juin 2015, avons proclamé la création d'un Conseil national de transition, pour dénoncer l'illégitimité du gouvernement en place et résister à son oppression. En date du 14 juillet, ce Conseil national de transition, soutenu par des milliers de citoyens, a voulu revendiquer publiquement le juste droit à la souveraineté du peuple reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et par l'article 1, alinéa 2, de la Charte des Nations Unies, et en a été empêché par les forces armées au service de ce gouvernement.
Depuis cette date, ce Conseil national de transition revendiquant la souveraineté du peuple, droit reconnu nationalement et internationalement, s'inscrit donc en résistance face à un gouvernement illégitime, donc dictatorial, et appelle au soutien de tous les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui constitue l'un des fondements de la Charte des Nations Unies. Au nom du peuple de France représenté par une majorité de 55% ayant voté « non » lors du référendum de mai 2005. Pour le collectif de citoyens du Conseil national de transition France, le 29 septembre 2015. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. George Orwell. Il serait même collaborationniste. Les fondateurs. Extérieurs à tout mouvement politique ou religieux, nous avons mis de côté nos émotions pour faire place au bon sens, à la logique, et à ce qui est juste. Les différences ne conduisent à la colère, aux haines et aux affrontements que lorsque ces sentiments sont exacerbés par des manipulateurs, mais ce n'est pas notre véritable nature. Nous avons voulu être la preuve que la diversité unit et donne la force d'agir, et avons lancé l'appel du 14 juillet. Ce mouvement collaboratif avance donc avec les idées, la participation, la volonté, et la force de toutes et de tous. En quelques mois, il a réuni des dizaines de milliers de gens, simples citoyens qui refusent les guerres et les crises qui se dessinent. Depuis le 14 juillet 2015, notre nombre a explosé, obligeant à une structure adaptée, afin de préparer ce Conseil national de transition à prendre ses fonctions aussitôt qu'il aura été reconnu par un nombre suffisant de citoyens. Les futurs membres du CNTF seront ceux qui déjà participent à son développement. Pour être efficaces, les membres du CNT doivent absolument avoir un certain nombre de connaissances sur la situation réelle de la France, du monde, des enjeux économiques, sociaux, sanitaires, éducationnels, institutionnels, géopolitiques, etc. Par ailleurs, ils doivent être aptes à travailler en équipe, compétents pour former ceux qui s'y intègrent et déjà informés de l'ensemble du programme. Donc, en créant ce Conseil national de transition, en parvenant à mobiliser des milliers de personnes en très peu de temps par le mouvement du 14 juillet, le fondateur de ce mouvement et l'équipe à l'origine sont naturellement qualifiés pour poursuivre son action, complétée au fur et à mesure par de nouveaux membres sélectionnés, responsables de mouvements ou simples citoyens. Cette sélection par l'équipe d'origine sert à garantir les connaissances, mais aussi la probité de chaque nouveau participant, car il n'est pas douteux que toutes sortes de récupérations seront tentées pour dévoyer, corrompre ou détourner ce mouvement. Le fondateur et l'équipe d'origine étant constitués d'environ une centaine de personnes, toutes de simples citoyens, il y a déjà la diversité requise, médecins, avocats, ouvriers, retraités, routiers, auxquels viendront s'ajouter sans cesse de nouvelles compétences en provenance des citoyens et des divers mouvements actifs, jusqu'au nombre de 315 personnes qui représenteront donc la structure d'accueil des 1700 membres tirés au sort parmi les citoyens volontaires qui se seront inscrits à cet effet. Ces 315 membres d'origine seront animés par un conseil de sages d'une dizaine de personnes sélectionnées parmi eux. Tous agiront dans le cadre de groupes de compétences. Ces 10 membres, environ, constituant le groupe coordinateur établissent les stratégies et ne seront jamais affichés intégralement, car tous sont les garants de l'application du programme prévu, programme mis au point par l'ensemble des membres. Nous suivons donc tous un programme, et si l'un des dirigeants actuels venait à disparaître, les autres ne feraient rien d'autre que d'appliquer ce programme dans son exactitude. Le Conseil représentatif. L'ensemble des 2015 membres prévus. Ses missions. Il garantit et assure prioritairement l'autorité absolue du peuple sur tous les organes et institutions de l'État. Pour ce faire, sa mission essentielle consiste à organiser des assemblées régulières couvrant l'ensemble du territoire, qui permettront à tous les citoyens de France de participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il garantit que toutes les décisions concernant la vie nationale seront prises directement par le peuple, référendum. Il supervise et contrôle les actions et missions de l'organe de gestion, voir ci-dessous.
Il organise la création nationale d'une nouvelle constitution établissant les règles de fonctionnement de la nation en laissant à chaque citoyen du pays une totale liberté d'expression. Celle-ci s'exercera dans le cadre d'assemblées régulières qui se dérouleront localement, régionalement et nationalement, permettant ainsi l'expression des valeurs inhérentes, sociales, culturelles ou autres. Il organise simultanément un audit national, voire audit. Afin que l'autorité absolue du peuple soit garantie et pérenne, toutes les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, police et douane, ainsi que la justice et le ministère des Affaires étrangères, seront sous sa dépendance directe. Sa composition. L'équilibre de ce conseil représentatif exige que toutes les professions, corps sociaux et institutions soient représentées. Si cela s'avérait nécessaire, de nouveaux ajouts de membres viendraient le compléter. Ce conseil représentatif participera à l'action de l'organe de gestion par la délégation d'un nombre de membres équivalent à l'ensemble des spécialistes et experts qui composeront cet organe. Les membres restants se consacreront aux missions exclusives de ce conseil. La mise en place de ce conseil représentatif annule automatiquement la création des 13 régions européennes voulues par l'UE. Ce sont donc 27 régions françaises qui seront à pourvoir, 8 à 12 membres chacune. La répartition des membres du Conseil représentatif s'effectuera donc par consensus selon les aspirations régionales de chacun. Les hauts fonctionnaires non démissionnaires dont la fonction essentielle consistait à protéger les intérêts des politiciens seront donc sous contrôle permanent de membres de ce Conseil, préfets, sous-préfets, procureurs, etc. Bien sûr, à l'instar de beaucoup, nous pensons qu'il est indispensable de sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, si nous voulons conserver notre souveraineté et redresser notre pays. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. C'est à l'ensemble des Français de le faire, munis des vraies informations quant aux implications et aux conséquences que nous subissons déjà. En revanche, et là c'est le rôle de ce Conseil, il devra garantir aux Français le cadre propice à la réflexion qui leur permettra de prendre les décisions majeures sur les sujets essentiels engageant nos vies et celles de nos enfants. Pour que le peuple puisse décider en toute connaissance de cause, ce Conseil doit lui en fournir les moyens par la paix sociale concernant surtout l'aspect économique. Le stress permanent de la fin de mois n'est pas favorable à une réflexion sereine. L'octroi d'un revenu universel va donc libérer de cette pression en fournissant à la France le souffle économique dont elle a besoin pour relancer son économie. De plus, cette paix économique réduira la délinquance et offrira cette sécurité des personnes indispensables à la qualité de vie. La sécurité, c'est avant tout la profonde certitude de disposer du droit de son propre futur, c'est-à-dire d'être garanti d'une véritable justice par une autorité de l'État qui appartient à chacun et non à une petite caste imposant sa loi aux autres. L'impossibilité de corruption, tant au sein de cette autorité que des organes de gestion du pays, garantit de vraies informations, or c'est l'un des points essentiels, comment aujourd'hui ne pas douter de tout? Tant de désinformation, de nouvelles tronquées, de manipulations médiatiques, il faut que nous retrouvions confiance. Confiance en nos institutions, en nos informations, en l'intégrité de tous ceux qui participent à la gestion du pays. Ce complet renversement est aussi essentiel à notre qualité de vie que la paix sociale. L'information vraie est une base fondamentale de la juste réflexion. Une chaîne de TV non financée par les multinationales pourra offrir à des journalistes indépendants, donc véritablement impartiaux, l'opportunité de laisser s'exprimer tous ceux qui sont aujourd'hui écartés des grands médias parce que dénonçant des malversations mettant en cause les intérêts de ces multinationales. On verra donc des débats sur tous les sujets brûlants, depuis la réalité de la dette à l'efficacité des vaccins, en passant par les nombreux systèmes de gestion autres que la République, autant de sujets qui ouvriront les yeux de beaucoup et permettront qu'une nouvelle conscience s'éveille, conscience utile aux décisions qui seront à prendre. Les référendums, nous avons tout notre mot à dire. C'est si simple et évident que nous devons nous demander pourquoi nous avons accepté si longtemps d'en laisser quelques-uns nous imposer leurs lois. Un pouvoir dont nous avons constaté qu'ils ne l'utilisaient qu'à des fins personnelles de profit et de pouvoir.
Le référendum doit être beaucoup plus utilisé non seulement pour les décisions nationales, mais également pour les questions locales. Le pouvoir doit être décentralisé et rester proche des citoyens. Nos futurs représentants, aussi compétents qu'ils soient, et quel que soit le mode de gouvernance, doivent pouvoir consulter les citoyens pour le bien-être de tous. À l'heure où la technologie nous en offre toutes les possibilités, nous devons exercer notre droit humain le plus élémentaire, celui d'organiser nous-mêmes notre société en ayant pour but essentiel ce qui est le fondement même de notre nature, vivre dans le bonheur notre passage sur cette terre. Votons pour nos lois et non pour des hommes qui nous imposeront les leurs. C'est ce concept qui changera profondément la nature de notre société. Si ce Conseil national met tout en place pour permettre au peuple de s'exprimer et de décider, c'est pour enfin lui offrir la garantie qu'aucune décision importante concernant la nation ne se fera sans référendum. Travail, immigration, guerre, loi, etc. Tous les sujets majeurs ayant des répercussions sur la vie de chacun doivent être décidés par des référendums, après que toutes les véritables informations aient été fournies. C'est donc une suspension que va mettre en place ce Conseil. C'est-à-dire suspendre tous les engagements et paiements jusqu'à ce que les Français prennent eux-mêmes la décision, paiement à l'Europe, règlement des intérêts de la dette, OTAN, etc. Cette suspension des divers paiements seulement justifiés par des accords pris par les politiciens, permettra de disposer des fonds nécessaires au lancement d'un revenu universel. La suspension de l'implication de notre armée dans des conflits qui nous sont étrangers enverra un message de paix très puissant à tous les pays du monde. La suspension de l'application des traités européens libérera l'agriculture et l'économie. Le revenu universel. La paix se fera dans le partage. Le fait de suspendre les paiements en attendant la décision du peuple libérera une disponibilité importante, à laquelle s'ajouteront les résultats de l'audit, l'absence des prélèvements et privilèges politiques, la cessation des faux travaux, des fausses subventions, des dépenses inutiles, l'établissement d'une fiscalité juste pour les grandes entreprises, etc., etc. Cette somme importante qui ne sera pas versée aux banques sera donc disponible pour les Français. Elle sera utilisée de la manière à la fois la plus juste, partage entre tous les Français, et la plus logique en l'utilisant pour relancer l'économie et en finir avec le chômage. Cet article illustre un concept ancien que les politiciens n'ont jamais voulu mettre en place car il obligerait à un partage des richesses que pour l'instant ils s'accaparent pour leur seul profit. Au bas mot, les premiers calculs indiquent qu'un minimum de 2 000 € par personne et par mois pourrait être versé à chaque Français de plus de 16 ans durant cette période de transition, estimée entre 1 et 3 ans. C'est donc une base minimum de 1 500 € que ce Conseil national de transition mettra en place peu après sa prise de fonction. Ce revenu universel sera conforté par une autre mesure qui assurera sa pérennité tout en permettant une meilleure gestion de la société en supprimant la plupart des impôts et taxes tout en restaurant l'environnement. Audit. Rétablir la vérité. Par ailleurs, il n'est que trop urgent de réaliser un audit sérieux durant ce temps, où passent toutes les subventions. Pourquoi tant de financements vont à certaines associations plutôt qu'à d'autres ? Comment de grandes entreprises peuvent-elles, au grand jour, escroquer tant de gens, sans être le moins du monde inquiétées par la justice ? Ne faudrait-il pas examiner de près tous ces grands travaux de l'État qui échouent inexorablement toujours aux mêmes grandes entreprises ? Etc., etc. N'est-il pas temps de mettre tout à plat ? De permettre à tous les Français de connaître enfin la vérité sur tous les sujets ? D'ouvrir tous les dossiers secrets ? D'éclairer la mort de Coluche comme celle de nombreux, suicidés, juges, gendarmes, policiers ayant voulu trop en savoir. N'est-il pas temps d'enfin assainir notre société pour laisser nos enfants partir sur des bases éthiquement propres ? Cet audit ne pourrait-il pas être une belle opportunité de réconciliation nationale en utilisant des compétences diverses qu'on pourrait associer pour le bien de tous ? Un juge d'instruction appuyé par un expert comptable dirigeant de nombreuses équipes de chercheurs qui investigueraient toutes ces institutions, sociétés, associations, entreprises, etc. liées à l'État, ne mettrait-il pas au jour de nombreuses escroqueries, malversations, abus ?
De telles équipes ne pourraient elles associer des chefs d'entreprise, artisans ou commerçants à la retraite avec des jeunes de banlieue, très forts pour déceler les vices, et des représentants de l'ordre ou des militaires. Situation qui aurait l'avantage d'effacer les fausses différences, d'ouvrir à chacun la connaissance, donc la compréhension de l'autre, de réintégrer tout le monde dans une société que tous participent à construire. Un travail énorme, mais aussi nécessaire que plaisant dans la mesure où tout cela se ferait publiquement, où tous les scandales seraient étalés sur la place publique, depuis les manipulations économiques, jusqu'aux organismes de formation ou sociaux qui ont toujours su encaisser des subventions royales mais n'ont jamais aidé ni formé personne. Et quelle magnifique opportunité pour tous les jeunes de France, sans distinction, de s'intégrer dans la société à titre égal, en ayant d'un coup une connaissance réelle de comment tout cela fonctionne. Une intégration qui, ajoutée au revenu universel, fera disparaître de nos rues l'insécurité, la délinquance. Et pour affermir cette réconciliation nationale, une amnistie générale de tous les délits mineurs sans violence, de tous les retraits de permis ou de points sans accident, de toutes les injustices commises au nom de la loi, la liste est longue. Nous sommes tous différents mais nous voulons tout le bien, pour nous, pour nos familles, et, pourquoi pas, pour nos voisins et tous les autres. Alors nous sommes tous unis et devons faire front aux manipulateurs qui essaient de nous diviser au nom d'idéologie, de religion, ou pour quelque motif que ce soit. Nous y sommes parvenus à quelques milliers dans ce mouvement, sans moyens et en très peu de temps, alors c'est à notre portée de main à tous. La chronologie. L'instauration de ce Conseil national de transition ne se fera pas sans l'appui des forces armées, et donc par la décision qu'auront prise quelques hauts gradés de se mettre au service du peuple mobilisé. Parmi eux, les grades les plus élevés représenteront le Conseil auprès de tous les organismes et seront en charge des missions. Jour 1, installation, discours à la nation, ordre de mission aux forces armées. Jour 2, prise de contrôle effective d'une chaîne de TV, des services de police et de renseignement, et de la Banque de France. À chaque fois, réorganisation structurelle et détermination de la mission attendue. Jour 3, réunion des ambassadeurs et détermination de la position française. Préparation d'une proclamation de paix au monde. Jour 4, détermination et préparation du mode de sélection des spécialistes qui seront appelés à participer à l'organe de gestion. Jour 5, préparation du tirage au sort qui sélectionnera les 1700 membres du Conseil représentatif. Préparation des mesures d'amnistie. Semaine 1, réorganisation structurelle. Semaine 2, mise en place de l'organisation générale, du Conseil représentatif et de l'organe de gestion. Libération des brevets liés à l'énergie libre et création d'un centre de développement. Semaine 3, commencement de la création monétaire, de l'ouverture publique des dossiers sensibles, TV, et préparation des équipes d'audit national. Semaine 4, référendum sur les sujets essentiels de l'actualité. Mois 1, mise en place de la structure. Mois 2, révélation publique sur les principaux sujets occultés, information réelle au grand public, premier résultat de l'audit. Mois 3, lancement du revenu universel, modification complète des structures sociales. Lancement des assemblées de citoyens, ouverture des espaces publics à leur intention. Mois 4, révision complète du système judiciaire par l'ensemble des assemblées. Le malaise français est ancien. Il a commencé par un ancien président de la République française en 1973, non pas par la fameuse loi Rothschild-Pompidou-Giscard, mais surtout pour avoir mis fin aux 30 glorieuses, par la fausse crise du pétrole à laquelle il s'est prêté pour commencer à réduire le niveau de vie des Français et créer le chômage qui ne cesse de croître depuis. Malgré de très nombreux lanceurs d'alerte, au cours des dernières décennies, la situation n'a fait qu'empirer pour atteindre le pire avec l'arrivée d'un autre président de la République française qui n'a servi que les intérêts des banques et multinationales américaines, allant même jusqu'à sacrifier notre force monétaire en leur cédant une grande partie de notre réserve d'or et notre indépendance nationale en remettant notre armée aux mains de l'OTAN. Depuis, la France se dégrade de manière accélérée.
Alors, pour en finir une fois pour toutes avec la pauvreté, l'insécurité, le mal-vivre, établir une gestion du pays basée sur le bon sens et la logique, pour redonner à la France tout son éclat, il faut un changement radical dans le mode de gestion du pays. Le constat que nos politiciens agissent en fonction de divers intérêts sauf ceux du peuple est fait depuis longtemps par tout un chacun. Peu importe de savoir s'ils sont motivés par la corruption ou simplement stupides. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le système qui les amène au pouvoir qui est à revoir, c'est-à-dire la République. Et c'est d'autant plus urgent que les programmes dont ils sont responsables mettent en danger la nation française. En ayant déclenché la guerre contre la Libye, ils nous ont associés malgré nous au massacre de centaines de milliers de civils. En Afrique, ils nous rendent complices d'une exploitation esclavagiste. En participant à la tentative d'hégémonie américaine, ils font de nous des cibles de la vengeance de peuples menacés ou meurtris qui n'ont d'autre choix que d'émigrer, aggravant nos propres problèmes de société. En acceptant la fausse dette des banquiers, ils nous oppressent économiquement, et par peur de notre révolte, ils mettent maintenant en place des structures de répression qui s'apparentent à une dictature, droit à la police de tirer à balles réelles sur les manifestants, surveillance policière d'Internet et de nos communications privées, droit d'expression de plus en plus restreint, etc. Non content d'avoir vendu l'or de la Banque de France pour des bons de cirque, d'avoir remis notre armée entre les mains des Américains, ils dilapident notre patrimoine ancestral, nos grandes entreprises, nos aéroports, nos réseaux d'énergie, de communication, et même l'eau de nos fleuves et nappes phréatiques. De quel droit ? Et pour couronner le tout, ils veulent maintenant nous imposer les normes américaines par un traité transatlantique, TAFTA, qui livrera nos terres aux OGM, aux élevages industriels, et donnera tous les pouvoirs aux multinationales qui pourront même acheter nos institutions, TISA. Attendrons-nous que nos services de santé appartiennent à Monsanto, que notre gendarmerie fasse partie des effectifs des académies, ex-Blackwater, et que l'éducation nationale remplace Voltaire, Montaigne et Montesquieu par Davy Crockett, Buffalo Bill et Kit Carson pour nous réveiller. Beaucoup de gens se battent pour des causes, donnent de leur temps ou de leur argent pour lutter contre la pauvreté, la maladie ou la destruction de la planète. C'est admirable mais tristement vain. Nous avons tous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance face à ces causes perdues, car en réalité c'est sur leur origine qu'il faut agir, et non sur les effets. Or la cause majeure étant le système de sélection des politiciens, c'est donc le système républicain qu'il faut remplacer par un mode de sélection qui ne sera plus réservé à une petite caste servant toujours les mêmes intérêts au détriment de ceux du peuple. Des agriculteurs, en Auvergne, inondent la préfecture de Purin, d'autres en font autant devant les grandes surfaces en Bretagne, d'autres en Lorraine, tandis que des policiers manifestent à Paris, des infirmiers à Toulouse, des enseignants ailleurs, des routiers, des médecins, des chefs d'entreprise. Pétitions, grèves, manifestations, se succèdent, sans fin et sans solution. Il est temps que nous rassemblions tous sous un programme unique, virer les politiciens et gérer nous-mêmes notre pays et ce, de façon légitime grâce à ce Conseil national de transition. La charte 1. Ma conscience de la situation actuelle. Je, sous-signé, certifie être informé de la situation de notre société par la recherche de vraies informations sur Internet, la lecture d'articles en provenance de la presse libre et celle de plusieurs des livres indiqués sur la page dénommée « Les indispensables » du site web du Conseil national de transition, et, suite à l'analyse issue de ma réflexion personnelle, constate que la gestion de notre société par ceux qui en ont la charge devrait, en respect de la Constitution française et de sa plus haute hiérarchie qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, être soucieuse du bonheur de tous les membres de la nation française et du respect des droits naturels de chaque individu. Or, ces deux objectifs essentiels non seulement se soldent par un échec complet, mais surtout par un échec qui n'est pas dû à une conjoncture occasionnelle, mais à une volonté délibérée des dirigeants successifs à s'imposer comme des maîtres face à des sujets soumis qui ne les intéressent que pour l'exploitation économique qu'ils peuvent en faire. Le laxisme, la passivité, la soumission d'une grande partie de la population a incité ces dirigeants à accroître encore leurs exigences, leurs privilèges personnels et leurs pouvoirs.
La renonciation de cette population à faire respecter ses droits naturels a conforté ceux qui en profitent dans le sentiment qu'ils n'avaient aucune limite à respecter, et force est de constater qu'il impose une restriction des libertés individuelles en violation flagrante de la Constitution. On doit bien constater qu'il en résulte une complète dégradation de notre société, de notre pays et de ses valeurs économiques, culturelles, sociales, morales. En conséquence, je suis décidé à utiliser tous les moyens légitimes et moralement corrects pour redonner sa place à l'homme et à la dignité humaine dans son environnement naturel à préserver. 2. Mes valeurs. La conscience des souffrances actuelles et à venir de mes concitoyens renforce ce sentiment d'humanisme qui exige de replacer l'individu au centre de l'intérêt général. Chaque naissance est celle d'enfant aspirant au bonheur durant son passage sur Terre, non celle d'un consommateur chargé d'assurer le profit de quelques-uns. Je considère qu'il est devenu vital de restaurer d'urgence l'humain dans toute sa dignité et ses droits naturels, tels que l'exprime la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vigueur et à la base de la Constitution française. J'ajoute qu'il me paraît indispensable, au regard de l'état de la planète et de ses habitants des différents règnes, que toutes les ressources naturelles soient dédiées au bien commun et gérées en conséquence. Enfin, au titre de la dignité humaine, mais aussi parce que la logique en impose l'évidence, je crois essentiel que le respect du vivant oriente notre éthique en remplacement des intérêts mercantiles. 3. Mon souhait issu du bon sens et de la justice. J'estime donc absolument indispensable que soient revus les paradigmes de notre société, et considère à cet effet que la seule solution à la fois logique, équitable et harmonieuse, est celle offerte par ce Conseil national de transition qui invite à une révision complète du mode de fonctionnement de notre société. Je considère que l'implication de tout le peuple dans cette révision, sans qu'il soit tenu compte d'aspects social, ethniques, religieux ou autres, et dans les conditions citées par ce Conseil, est la garantie d'une future société harmonieuse dédiée au bien commun dans le respect des droits naturels de chaque individu. En conséquence, je reconnais comme seule autorité légitime de la nation ce Conseil national de transition, et m'engage à soutenir sa structure et ses objectifs qui, seuls, aujourd'hui, sont garants de la période nécessaire au peuple pour retrouver ses valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je suis conscient que cet engagement réalisé à titre individuel implique automatiquement une responsabilité morale envers le bien commun, ce qui inclut les corps sociaux, institutionnels, professionnels auxquels j'appartiens ou que je représente. Je suis parfaitement informé de la portée de cet engagement, de mon implication dans la structure de ce Conseil, et de la solidarité qui me lie naturellement aux autres signataires de cette charte. Je m'engage formellement à mettre les intérêts de ce Conseil national de transition représentant tous les citoyens de France au-dessus de toute autre considération, de tout autre engagement, à l'unique exception de ma famille et de mes responsabilités envers elle. Si je manquais à l'un des quelconques aspects attachés à cet engagement, j'accepte par anticipation d'être démis, de la dignité de membre de ce Conseil national. S'il ne s'agit là que d'exemples, ils permettent une prise de conscience sur d'autres modèles d'organisation de la société humaine. En conclusion, plus de 2 millions de jeunes Français sont en désespoir total, n'ayant plus aucune perspective d'avenir. La situation des agriculteurs, des petits commerçants est devenue tout à fait dramatique. Il n'existe plus au sein de la société française, par le seul fait que de telles situations inconvenantes soient évoquées, mais les détracteurs sous la désignation de comploteurs. Pourtant, chaque année, en France, le 14 juillet permet de fêter la souveraineté du peuple et la promulgation des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi du plus fort tout, loi de la jungle, communément admise comme l'exploitation de l'homme par l'homme est tout simplement la notion de l'esclavage. Toutes les civilisations, qui se sont succédées sur notre planète, ont connu l'esclavage. Il s'agit d'un concept établi, appelé égrégore, qui se transmet de génération en génération. La condition d'esclave est donc ainsi acceptée et transmise. C'est une soumission à une forme de conditionnement et de sa transmission globalisée. Pendant le même temps, les dominants sont toujours plus dominants et esclavagistes.
Les droits édités, en France, en 1789 ont bouleversé cette doctrine en soutenant que c'était la liberté, l'égalité et la fraternité qui devaient devenir le seul égrégore justifiable. Ce mouvement d'émancipation de l'humain venait bien évidemment contrarier les desseins des dictateurs. Ils ont alors organisé des illusions de démocratie. Ils n'ont eu de cesse de combattre les droits acquis par l'humanité, en continuant à occuper les postes décisionnels de la société. Ils ont continuellement réinstauré l'esclavage par de nouvelles normes d'asservissement de leurs concitoyens. Le refus d'intégration d'un revenu universel, pouvant être rapidement instauré en est le parfait exemple. C'est seulement l'arrogance de ces dominatories qui annihile tous les espoirs de liberté, d'égalité et de fraternité entre les personnes et les populations. Ils n'en veulent surtout pas. Aussi ont-ils décidé d'anéantir la France qui représente, à elle seule, tous ces symboles de 1789. La destruction de la France serait devenue leur principal objectif pour pouvoir reconquérir partout leurs droits des aînés. La soumission à l'autorité, enseignée aux enfants, dans les écoles de la France en est un triste exemple. L'implantation, déjà instaurée, d'une puce électronique, RFID, qui représente une identification par radiofréquence, est un autre exemple de soumission où le bétail humain devient une obligation de traçabilité, identique à celle des vaches. Le choix qui se présente alors est soit de continuer à se laisser opprimer jusqu'à la disparition totale du peuple français et de la France, par voie de conséquence, ainsi que programmé, et d'être alors considéré comme traître, soit de désobéir aux injonctions des pouvoirs mafieux et criminels, oppressifs et dictatoriaux. Il convient de comprendre que c'est un pouvoir international qui prend toutes les décisions. L'humanité est actuellement dominée par les nations et les religions. Cette situation ne convient pas aux instaurateurs du nouvel ordre mondial. À cause de cela, ils ont décidé l'établissement d'un grand chaos, préalable à la prise globale des pouvoirs par la dictature, sur toute la planète. Comment le grand chaos est-il organisé ? Une première stratégie a consisté à faire entrer en Europe, et cela continue, des ethnies reconnaissables afin de pouvoir, le moment opportun, provoquer des guerres civiles organisées. Pour être en capacité de le faire, il leur est indispensable de réaliser un effondrement économique globalisé, auquel nous sommes tous en train d'assister. Cette situation permettra une lutte sanglante entre les différentes couches sociales pour leur seule éventualité de survie. Une seconde stratégie prévue est l'effondrement des banques et la disparition des sommes monétaires qui y sont entreposées. Les puissances monétaires, évidemment, profiteront de ce chaos, c'est le but final de l'opération. La société humaine va, ensuite, rapidement être répertoriée par caste et comparable au modèle existant en Inde. Toutefois, l'action ne s'arrêtera pas là. Il est également prévu des interventions sur le génome humain, par l'utilisation de divers ingrédients, afin d'atteindre aux capacités physiques de groupes humains désignés. Le programme étant de pouvoir mieux établir une nouvelle forme d'esclavagisme globalisé, sur l'ancien modèle du Moyen Âge. Le programme s'attaque aussi à la scolarité des enfants afin de les rendre plus dociles et obéissants, en modifiant leurs capacités intellectuelles. Il s'agit bien là de la mise en place d'une hégémonie. Il s'agit en réalité d'un complot contre l'humanité. L'élément déclencheur du processus prévu est la révolte contre le modèle ethnique et culturel musulman dont le déroulement de non-intégration a été particulièrement bien étudié et sera mis en exergue. Leurs répartitions au sein de l'Europe ont également été parfaitement organisées. D'énormes stocks d'armes seront mis à la disposition des intégristes, qui ne représentent pourtant que 1% des populations musulmanes, mais qui seront suffisants pour permettre de déclencher la rébellion prévue, au moment opportun. Des haines de part et d'autre seront orchestrées, progressivement. Les personnes seront ainsi conditionnées, les unes contre les autres. Il suffira ensuite de créer les conditions propices aux émeutes. Chaque ethnie ou culture aura l'obligation de choisir son camp, et la guerre civile pourra donc être déclenchée. Comment les Européens et les Français en particulier, ont-ils été conditionnés à assimiler tous les originaires à des terroristes ?
Cela est en fait très simple, il a suffi d'associer, depuis des décennies, le mot terroriste à djihadiste, afin d'instaurer un lien permanent avec les gens d'origine arabo-musulmane. C'est toute la population qui a été conditionnée à l'aide des moyens d'information qui sont tous à la solde des dictateurs. Cela s'appelle de la manipulation. Il est cependant facile de comprendre que les personnes, issues de l'Afrique et des autres pays de culture musulmane et qui viennent dans les pays européens, cherchent d'abord à fuir les inconvénients des extrémismes de leur religieux et de leur culture, pour pouvoir adopter la culture, libre de choix, des droits de l'homme. Sauf que, leurs responsables religieux établis en Europe, préconisant l'islam, non seulement comme une religion, mais aussi comme une culture, comme une nation, et comme une civilisation, ont établi une ambiguïté semant le doute sur les véritables désirs d'intégration. Leur prosélytisme public outrancier n'a rien amélioré non plus. Les musulmans sont alors immédiatement perçus comme cherchant à imposer leur intégrisme à toute la planète. Cette erreur, malheureusement volontaire, sera très lourde de conséquences. Les citoyens sont tous des victimes de l'esclavage financier. La République garantit le pouvoir par la corruption. Celui qui détiendrait l'argent aurait donc tous les pouvoirs, si les nations adoptaient la République, selon Nicolas Machiavel. D'après ce philosophe du XVe siècle, les lois et la moralité sont des fictions qui ne s'appliquent pas aux puissants. Les dirigeants, toujours selon lui, doivent utiliser la ruse et le subterfuge ainsi que tous les moyens de violence et de crime pour maintenir leur puissance. Ce sont ces puissants qui sont à la tête des États, en se faisant passer pour des personnes justes et pures. Toutes les civilisations, y compris la nôtre, ont édifié le pouvoir à ceux qui n'ont aucune morale ni valeur éthique. Tous ceux qui n'ont aucun scrupule sont toujours sortis vainqueurs. La République est la situation idéale pour assurer le pouvoir aux mafias. Les candidats au pouvoir sont sélectionnés à partir des critères déterminés par les sociétés occultes, qui, elles, gèrent en finalité l'ensemble de la société humaine. La République serait donc un système garantissant la corruption. L'asservissement des populations y est ainsi garanti au même titre que dans les autres dictatures. Les systèmes mafieux organisent et contrôlent tous les systèmes économiques de la planète, par une contrainte et une corruption correctement exercées. Un plan de déstructuration de l'Europe aurait déjà été engagé. Le TAFTA, qui sera le grand marché transatlantique, est prévu pour faire appliquer toutes les normes des États-Unis aux pays de l'Union européenne. La culture des OGM y sera rationalisée ainsi que l'élevage intensif aux hormones et aux antibiotiques. La totale disparition des petites structures agricoles y est parfaitement programmée. Le programme, TISA, qui est un accord général sur le commerce des services, prévoit de faire disparaître les systèmes de sécurité sociale et les caisses de retraite. Cette situation permettra à certaines entreprises de mieux stimuler encore leur croissance internationale. Tous les services publics seront totalement privatisés. Aucun citoyen de l'Union européenne n'a été correctement informé sur les consensus établis dans leur dos, sur ces accords. 1789 est mis en péril, par le nouvel ordre mondial. Pourtant, l'éveil d'une conscience collective pourrait permettre une mobilisation et empêcher les affrontements qui sont déjà programmés. Les Français et les Européens sauront-ils saisir la seule opportunité qu'il leur reste de conserver leur dignité, afin d'éviter l'hégémonie de la future barbarie, déjà constituée par les dictatures? C'est tout simplement de la liberté de l'être humain dont il s'agit. Seul, un concept humaniste pourra rétablir les valeurs de 1789. Une union globalisée, pour la défense des droits de 1789, est la dernière chance. La lâcheté est le seul ennemi de la paix. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie.
Une collection en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La